On va démarrer alors. Du coup, bienvenue à tous. Je me présente. En fait, aujourd'hui, donc moi, je suis Alison. Je travaille chez Allenvie Compagnie. Pour vous expliquer un petit peu, j'ai été coach équipe pendant 2 ans, d'où le fait que je vais pouvoir vous parler aujourd'hui du sujet de la sectorisation. Et je suis maintenant formatrice chez Compagnie. Et je suis accompagnée pour ce webinaire de Léa qui est en charge du marketing et de la com, qui va aujourd'hui m'aider à un peu reprendre toutes les questions qu'il y aura dans le chat, à intervenir et m'aider un petit peu à cadrer le webinaire pendant cette heure ensemble. Et je suis accompagnée aussi de Sarah, qui est chef de service à la SAPAD, qui va nous témoigner de la sectorisation dans sa structure. Donc voilà, l'idée, voilà, c'est qu'on passe 1 heure ensemble, que ce soit un moment sympathique, convivial, bienveillant. Et même si voilà, la vidéo et le fait qu'on soit à distance, c'est pas forcément évident. Faire en sorte que voilà, on puisse quand même passer un bon moment ensemble. J'inviterai chacun à couper son micro quand vous n'intervenez pas, pour pas qu'on ait de petits bruits, qui puissent parasiter le son. Mais n'hésitez pas à poser vos questions en direct et à couper le micro quand vous en avez besoin. Pour commencer, moi, je vous proposerais bien une petite météo personnelle via le chat. Vous voyez sur l'écran Zoom, vous avez l'onglet Converser. Du coup, si chacun peut me faire une petite auto-évaluation personnelle entre 1 et 10 de son niveau d'énergie aujourd'hui. Donc entre 1 et 10, avec un petit mot qui représente son état d'esprit à côté du chiffre. Je vous laisse la main. Alors, on a des 8 motivés, 10 enthousiastes, 5, 6 fatigués, 8 soleil avec du vent, 7 ça va, 8 enthousiastes motivés plus, 8 ravis plus, 8 parfait, 8 enthousiastes et curieuses. Je ne sais pas si tout le monde a mis sa météo. 8 enthousiastes et motivés. Ceux qui arrivent en cours de route, n'hésitez pas, on est en train de faire la petite météo, le chiffre de 1 à 10 de votre niveau d'énergie avec le mot qui représente votre état d'esprit du jour. 9, trop content d'être là pour avoir vos questions sur ce sujet. Super. 8, fatigué et intéressé. Parfait, merci beaucoup à tous. Pour moi, je pense que c'est un bon 8 aussi et contente d'être parmi vous. Alors, effectivement, le webinaire du jour, c'est comment la sectorisation facilite le travail des auxiliaires de vie. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est dans un premier temps, moi, je vais un peu vous partager en fait, un peu un partage d'expérience de ce que Allenvie a mis en place concernant la sectorisation. Dans un second temps, Sarah parlera aussi, elle, de son expérience dans sa structure. Et si vous le voulez bien, n'hésitez pas à interagir au fur et à mesure via le chat pour poser des questions. On laissera vraiment un temps. L'idée, c'est que voilà, on arrive à couper à 30 pour qu'ensuite on ait une bonne demi-heure de vraiment réponse-question. Question-réponse plutôt. Pour répondre voilà, à toutes vos questions. Donc je vais commencer, si ça ne vous dérange pas. Donc la sectorisation. Dans un service à domicile, pour vous expliquer un petit peu, la sectorisation, c'est vraiment l'idée de rattacher un auxiliaire de vie à un secteur d'intervention, à une zone délimitée.
Voilà, en fait, effectivement, dans une zone d'intervention, vous pouvez, enfin, ça dépend de la structure, mais ça se délimite en kilomètres, nous, à Paris, on le délimite en arrondissement et en secteur d'intervention. Pour la petite histoire, Allenvi existe, depuis, 2016 et nous, on a une particularité dans notre structure, qui est que nous sommes organisés en équipes autonomes. Donc on a des équipes d'auxiliaires, en fait, qui travaillent sur des zones restreintes. Hem, L'équipe, pour vous expliquer un petit peu le contexte avant de parler de la sectorisation, c'est que l'équipe s'auto-organise avec l'aide du coach. L'équipe, elle intervient vraiment sur une zone, géographique, et elle a en fait, est composée de, 6 à 8 auxiliaires. Elle a une réunion, tous les 15 jours pour s'accorder sur, les bénéficiaires, et les membres de l'équipe ont toutes des missions. Dans une équipe, chez Allenvi, on a des auxiliaires qui vont faire le planning, qui vont faire le recrutement, l'intégration, les relations partenaires. Donc voilà, globalement, ça, c'est vraiment, notre fonctionnement global. Et historiquement, quand on a commencé notre activité, on a commencé sur Paris, et en fait, on avait une seule équipe qui intervenait sur tout Paris. Et puis en fait, plus les équipes ont grossi, plus l'idée c'était de se dire que voilà, c'était quand même des équipes de 6 à 8 personnes, donc on les a fait grossir et on a redivisé cette seule équipe en 2 équipes et donc en 2 secteurs. Et donc moi, quand je suis arrivée il y a, 2 ans et demi, ouais, 2 ans et demi chez, Allenvi, il y avait, 2 équipes. Aujourd'hui, on en a 12. On a donc 11 équipes, sur Paris, en région parisienne, et une équipe, sur Lyon. En fait, on a tenté plein de choses. On a tenté, plein de choses dans la sectorisation. Au début, on s'est dit: «On va planter un peu des nouveaux drapeaux dans des nouvelles villes». On est arrivé sur, un département, on s'est dit: «Voilà, on implante notre activité là, on va commencer, on va faire du développement, des relations partenaires». Mais c'était pas évident, ça a marché vraiment difficilement. Ça a pris énormément de temps, le temps que des partenaires nous fassent, confiance, qu'on explique bien notre projet, que ce soit compris. Et puis en fait, on n'avait pas assez de recul pour montrer que ça marchait suffisamment bien. Et donc on a un peu, au fur et à mesure de notre expérience, on a un petit peu laissé tomber cette idée pour, plutôt se dire qu'en fait, on allait, tenter une nouvelle chose, et on s'est rendu compte qu'on arrivait très bien à le faire. C'était plutôt de la division cellulaire. En fait, la division cellulaire, c'est vraiment l'idée de faire grossir, une équipe. Donc, heu, à l'envie, c'est un fonctionnement, en auto-organisation. Donc l'idée, c'est quand même qu'il y a un cadre. Les équipes sont libres à l'intérieur de ce cadre de procéder comme elles le veulent dans leur organisation, mais dans notre cadre, c'était qu'une équipe ne devait pas dépasser 8 auxiliaires, et au-delà, l'équipe doit se diviser. Donc en fait, au fur et à mesure qu'on a tenté des choses, c'est vrai qu'on se disait, voilà, il y a des on a pas mal travaillé avec les auxiliaires sur le sujet. Et on en est venu à la conclusion qu'à partir de 6 auxiliaires dans une équipe, l'équipe doit déjà être en réflexion de sa future division. Donc voilà, donc l'équipe, arrive, commence, ils sont à 4, ils montent, ils recrutent, ils sont à 6, ils sont déjà dans l'optique de se dire, à là, dans les prochains mois qui arrivent, on va monter à 8 et on va se diviser. Et l'idée, c'est que nous, les coachs, on leur donne toutes les clés pour, se diviser sur leur secteur. Hem Et en fait, bon, ça prend du temps, hein, je vous le cache pas, c'est pas évident. Au début, c'est un mécanisme à prendre pour les équipes, parce qu'en plus, souvent, il y a beaucoup d'affinités, ils sont tous très proches. Mais une fois que ça rentre dans le cadre, que c'est accepté, que tout le monde y adhère, et en fait, souvent c'est un non au début, et puis en fait, il se passe souvent des choses dans les équipes qui fait qu'en fait, très vite, on y arrive où chacun se dit qu'il a plus envie de travailler encore, plus à côté de chez soi, que, finalement à 8, il y a quand même plus de remplacements, plus de planning à faire, plus de choses. Donc finalement, on y arrive, assez bien. Et en fait, c'est que nous, dans nos missions, dès le recrutement, on va regarder sur, en fait, pour vous expliquer, dans l'équipe, une équipe, elle a 3 coachs. Elle a une coach équipe qui est vraiment là pour, gérer avec l'équipe la sectorisation, les sujets d'équipe.
Elle a une coach commerciale qui est plutôt là pour aider au partenariat et au développement, de l'équipe avec les auxiliaires et elle a une coach qui est sur le recrutement. Et la coach chez Alenvie qui s'occupe du recrutement, en fait, sa semaine, se passe de sorte à ce qu'elle fasse du recrutement toute la semaine. Elle est un peu sur ses process de recrutement et à chaque fois, elle a en tête, le recrutement et dès qu'elle voit une auxiliaire de vie avec un profil intéressant et qu'elle va le renvoyer à une équipe, elle regarde dès le début où la personne habite, sur quelle zone elle peut intervenir, pour quelle équipe elle pourrait, travailler. Et donc en fait, l'idée c'est quand même, heu, de sectoriser dès le début et de se dire qu'une auxiliaire qui habite, dans, le 94 ne va pas aller travailler sur Paris, mais va rester, dans, le Val-de-Marne, par exemple. Après, quand on parle de sectorisation chez Alenvie, on laisse vraiment, la main aux auxiliaires aussi de nous dire dès le recrutement s'ils souhaitent travailler à côté de chez eux ou si en fait, l'idée c'est d'être sectorisé, de travailler sur une zone précise, mais pas forcément à proximité de leur domicile. Nous, la sectorisation, on l'entend vraiment comme, avoir des bénéficiaires dans la même zone, mais c'est pas forcément par rapport à son lieu d'habitation, c'est vraiment les auxiliaires qui ont, ce choix, enfin qui font ce choix dès le début. Et donc, pour ce faire, le coach met à disposition vraiment, donc les moyens, de recruter. Hem, En fait, pour vous faire un petit partage, d'écran, nous, on utilise une Google Maps qui nous permet vraiment d'avoir une vision claire des bénéficiaires, des lieux d'habitation des auxiliaires et de vraiment avoir, une vision globale de ce qui s'y passe. Je vais essayer voilà, donc là, ça, c'est ce que nous, on utilise, chez Alenvie, pour, mais Sarah aussi, l'utilise, à la SAPAD, c'est la Google Maps, donc c'est vraiment, c'est un logiciel, qui est accessible à tous. L'idée, c'est de faire des exports, Excel et de pouvoir rentrer les adresses des auxiliaires, des bénéficiaires. Donc là, moi, sur la carte que je vous ai mis, en fait, j'ai enlevé les auxiliaires, mais je vous ai mis que les bénéficiaires et donc chaque couleur représente une zone d'intervention. Donc c'est-à-dire que, par exemple, l'équipe, des colibris, parce que nos équipes ont des noms, n'interviennent que sur cette, zone, là en bleu et donc tous leurs bénéficiaires sont, dans la zone. On peut remarquer que, qu'il y a quelques exceptions. Par exemple, si je prends l'équipe, jaune des Rivia, on peut voir qu'il y a quelques des étoiles, pardon. On peut voir qu'il y a quelques étoiles ici, ici et là. Alors ça, c'est plus dû à des historiques, parce qu'en fait, quand on sectorise, forcément, on demande aux équipes, bah, de faire des choix, de laisser des bénéficiaires et en fait, on permet des exceptions. Donc, quand il y a des exceptions qui sont faites, c'est plus dû à un historique. C'est des bénéficiaires qu'on suit depuis longtemps pour une équipe et qu'on n'a pas envie de lâcher tout de suite. Donc, on permet cette exception. Mais par contre, toute nouvelle demande, si, par exemple, pour l'équipe jaune, il y a une demande ici, ça sera forcément pas pour eux, ça reste vraiment après dans leur zone d'intervention. Donc l'idée, c'est de se dire que voilà, ces bénéficiaires, le temps où on les accompagne, mais on ne prendra pas leurs voisins ou quoi ou qui que ce soit, peu importe si l'auxiliaire y va. Et des fois avec le temps, notamment avec des événements comme on a connu, avec les grèves et cetera en région parisienne, heu là en novembre-décembre, c'est vrai qu'il y a des équipes qui aussi accompagnaient des bénéficiaires en faisant encore des exceptions et finalement se sont rendus compte que c'était quand même compliqué de pas les avoir à proximité et du coup, c'est ce qui nous a permis un peu de valider des transferts de bénéficiaires d'une équipe à l'autre. Voilà et donc au moment de décider de la division, en fait, on est sur la carte. En même temps, moi, en tant que coach équipe, je donne les heures contrat de chaque, auxiliaire de l'équipe, les heures contrat de chaque bénéficiaire, le réseau de transport et en fait, voilà, l'idée, c'est d'avoir une division, assez claire. Je ne sais pas si vous voyez là la partie violette, je ne sais pas si on la voit bien. Dans la partie violette, en fait, on voit bien que c'est une grosse, grosse zone et qu'il y a des bénéficiaires plus au nord et plus au sud. Donc l'idée, ça sera, par exemple, dans les prochains mois, de faire 2 zones et que ça redevienne du coup là, c'est la même équipe et que ça devienne 2 équipes.
pour accompagner au mieux ces auxiliaires. Et comme la zone rouge est une nouvelle zone, à la base, tous ces bénéficiaires qui étaient là un peu du côté droit étaient dans la zone violette et les autres dans la zone verte. Voilà, l'idée c'était de se dire, on a quand même là centralement, on a quand même beaucoup de bénéficiaires, on va en faire une nouvelle zone. Donc voilà ce qu'on utilise nous pour la sectorisation. Hop. Donc l'exemple de Allenby, c'est un exemple particulier parce qu'effectivement, c'est dû aussi de par notre modèle et de par notre croissance parce qu'on est une jeune structure. Donc ça, je le conçois complètement. C'est pour ça que je vais laisser la main à Sarah, qui est chef de service à la SAPAD, pour qu'elle vous explique, elle, comment il procède à la sectorisation et quels ont été les changements dans sa structure. Alors, merci Alison et bonjour à toutes et à tous. Voilà, pour pas revenir sur ce qu'Alison disait au niveau des équipes autonomes, le fonctionnement en équipe autonome et la sectorisation, on est à peu près sur la même chose à la SAPAD, qui est un service de la Fondation Partage et Vie, basé à Saint-Lenoble, donc près de Douai, à quelques kilomètres de Lille dans le nord. Donc nous, la différence avec Allenby, c'est qu'on n'a pas été créé sur ce modèle-là. La SAPAD est vieille de plus de 45 ans et on était en fait sur l'ancien modèle type d'aide à domicile, de service d'aide à domicile. Donc avec un bureau, des planificatrices qui géraient les plannings des auxiliaires de vie et des bénéficiaires au mois le mois et les remplacements au jour le jour. Donc, on avait un semblant de sectorisation, hein. Nous, sur tout le Douaisis, on avait réparti quatre grandes zones, 4 grands secteurs, et chaque auxiliaire de vie intervenait théoriquement sur le secteur autour de son lieu d'habitation. Donc, ça se faisait de cette manière-là à l'embauche. Et en fait, on s'est rendu compte avec la mise en place de cette nouvelle organisation que ça a été en fait une sectorisation qui était un peu biaisée. Parce qu'au final, dans ce modèle-là, quand on cherche quelqu'un pour faire un remplacement, on cherche uniquement une personne de dispo et on biaise un peu la sectorisation qui a pu être faite. Et en fait, il y a des remplacements, des choses de ce type qui vont devenir perpétuelles. Ce qui va impacter sur les plannings des auxiliaires de vie, puisque c'est des choses qui ne sont jamais remises vraiment à plat. Et les auxiliaires de vie vont parcourir des distances importantes, ce qui va générer de la fatigue, du stress, de l'usure au niveau du véhicule. Donc il y a plein de choses pour lesquelles on a souhaité changer de modèle, mais ça en fait partie essentiellement, donc la sectorisation. Donc nous, on est en équipe autonome, on a lancé la transfo en janvier 2019 avec 3 équipes pilotes. On a testé un peu ça, voir ce qu'on devait continuer de faire ou ne plus faire. Et on a terminé notre transfo au mois de mars, là. Donc on a lancé nos dernières équipes au mois de mars 2020. Donc on avait à peu près, on n'a pas souhaité en fait lancer toutes nos équipes d'un coup, puisque on savait, on avait appréhendé le fait que la sectorisation qui était biaisée allait impacter du coup beaucoup de bénéficiaires, beaucoup d'auxiliaires de vie. Il y aurait beaucoup de changements et ça aurait été trop compliqué de passer toute la structure en équipe autonome de proximité sectorisée du jour au lendemain, sachant qu'on a à peu près 250 salariés et 900 bénéficiaires. Donc ça aurait représenté un temps d'accompagnement considérable aussi des équipes par les coachs qui n'auraient pas été de la même qualité en lançant toutes les équipes d'un coup ou 3 équipes 3 par 3. Donc une équipe, c'est à peu près comme chez Allenby avec 5 à 9 personnes par équipe. On fonctionne aussi sur la division cellulaire. Donc on a une équipe et dès lors où l'équipe passe à 10 personnes, on scinde l'équipe en deux, enfin elle se scinde en deux, elle décide de qui sera dans quelle équipe et quels bénéficiaires seront pris en charge sur la zone. Et sinon, pour la mise en place de nos équipes, on a fonctionné de la même manière qu'à l'envie sur Google Maps où on a saisi les adresses de nos bénéficiaires, les adresses de nos auxiliaires de vie et on a cartographié tout ça. Et ensuite, on a bien évidemment pris en compte aussi les bases contrats des auxiliaires de vie qui ne sont pas les mêmes et les plans d'aide des bénéficiaires.
Donc, c'est à partir de là où on a créé des zones d'intervention qui sont devenues du coup des équipes. Et bien évidemment, on a des exceptions. On a des règles où, voilà, si on est en équipe autonome sur telle zone, on prend les bénéficiaires de la zone en charge. Mais on a eu, comme le disait Alison, bien évidemment, des situations, surtout dans une transformation, où des auxiliaires de vie intervenaient depuis des années chez des bénéficiaires, des situations complexes de prise en charge du handicap, Alzheimer, etc. Donc, bien évidemment, là-dessus, on a été un peu plus souple au niveau de nos règles. Et ce qu'on a mis en place, en fait, pour rester quand même cohérent, c'est que ça reste des exceptions. Et en fait, quand le bénéficiaire, donc si moi, par exemple, j'ai une équipe autonome sur mon secteur d'habitation, mais je souhaite conserver mon auxiliaire de vie qui intervient depuis des années puisque j'ai une pathologie particulière et cette auxiliaire n'est pas dans cette équipe, elle est dans une autre équipe. Je peux la garder, mais je m'engage en cas de remplacement puisque bien évidemment cette auxiliaire-là, elle sera un jour en congé, elle sera peut-être un jour malade ou souffrante. Je m'engage à prendre en remplacement une personne qui est sur l'équipe, sur ma zone d'intervention et non pas sur celle de l'auxiliaire qui intervient habituellement chez moi. Et en fait, ça permet de faire une transition assez douce. On organise bien évidemment des doublons, hein, des rencontres aussi, pour permettre en douceur d'intégrer la personne, le bénéficiaire dans cette équipe de proximité. Et ça se fait de manière très douce et bienveillante et ça se fait assez facilement à terme. Et bien évidemment, pour les nouveaux dossiers, par contre, on ne va plus chercher quelle équipe a de la dispo, on va aller rechercher l'équipe sur la zone d'intervention du bénéficiaire uniquement. Donc, du coup, si l'équipe a trop d'heures, on va aller, comme chez Alenvie, je pense, voir pour un recrutement. Et si l'équipe n'en avait pas assez, donc tant mieux. Et si elle n'en a pas assez, elle peut aller prospecter aux alentours pour aller rechercher des heures puisqu'elles sont sectorisées, donc elles connaissent mieux leur environnement. À la SAPAD, on a la chance aussi sur le Douaisis en fait d'avoir deux zones géographiques bien différentes. On a un secteur qui est l'Orchésie et qui est beaucoup plus rural et un secteur plus urbain où on a Douai, Saint-Lenoble où nos locaux sont basés. Donc par exemple sur notre commune, Saint-Lenoble, on a plusieurs équipes qui interviennent, qui bien évidemment ont leur zone d'intervention bien distincte. Et on a des secteurs comme l'Orchésie où on aura une équipe qui va intervenir sur plusieurs communes. Donc tout ça, c'est lié à la densité tout simplement de bénéficiaires et d'auxiliaires de vie. Donc on a la chance d'avoir ces deux topographies différentes qui nous permettent de faire un peu des expériences là-dessus. Donc par exemple, à titre d'exemple, sur un secteur plutôt urbain, on peut avoir une équipe qui intervient sur 3 km². Donc ça, c'était une des premières équipes qu'on avait mis en place. On a voulu justement sur le Google Maps, on peut tester ça et donc on a vu qu'elles intervenaient sur 3 km². Nous, l'impact qu'a eu cette sectorisation et cette transformation, du coup, c'est qu'on s'est rendu compte de cette fausse sectorisation qu'on faisait, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. On s'est dit au départ, ça va être très facile, on est déjà sectorisé, quand on va basculer en équipe, il n'y aura aucun changement, mais pas du tout. C'est là où on s'est rendu compte qu'il y a des choses qui s'étaient ancrées depuis des années, qui étaient restées un peu comme ça. On a eu énormément de retours des auxiliaires de vie sur l'impact sur la fatigue liée au transport, liée au temps de trajet et le stress aussi, puisque quand il neige, quand il y a des grèves, quand il y a des bouchons, bah voilà, c'est un peu c'est source de stress pour les auxiliaires de vie qui ont peur d'arriver en retard, qui ont peur des accidents, etc. Donc tous ces déplacements-là ont vraiment été restreints. Et pour avoir une image, on a calculé entre 2018 et 2019, où on n'était pas encore tous en équipe autonome, on a réduit d'à peu près 25% les déplacements. Donc c'est déjà considérable et ça a un impact énorme sur la fatigue et le stress des auxiliaires de vie. Elle nous a aussi fait le retour que d'un point de vue écologique,
ça a un impact puisque cette équipe qui intervient sur 3 km² et qui avait l'habitude d'utiliser sa voiture, aujourd'hui, certaines personnes de l'équipe, certaines auxiliaires de vie interviennent sur une rue uniquement sur, par exemple, la matinée. Et donc, plus besoin de prendre la voiture. Elles peuvent faire ça à pied. Donc, au niveau de la qualité de vie et d'un point de vue écologique, ça a été un avantage réel. Donc, le retour aussi qu'on a eu sur les premières équipes qu'on a lancées en sectorisation, c'était, vous allez peut-être être étonnés, mais c'est un retour très négatif. Je pense qu'Alison s'en souvient parce qu'elle avait eu les équipes en formation ce jour-là. Donc, la première fiche de paie après être passée en équipe autonome de proximité, ça a été compliqué pour elle parce qu'en fait, forcément, qui dit baisse du nombre de déplacements et de kilomètres, dit baisse des indemnités kilométriques payées sur les bulletins de paie. Donc sur le coup, on a eu un retour très négatif. Elle nous disait si c'est ça, nous on arrête, etc. Puisqu'elle compte aussi un peu, il et elle, je dis elle, mais il et elle, compte aussi sur ses indemnités kilométriques. Mais je vous rassure, dès la paye suivante, elles ont bien réfléchi, elles ont eu une prise de conscience et elles se sont rendues compte que certes, il y avait moins d'indemnités kilométriques payées, mais c'était moins d'essence mis dans la voiture. C'était moins d'usure du véhicule, donc en termes d'entretien aussi, ça coûte. Et pour elle, c'était aussi, et comme je le disais tout à l'heure, beaucoup moins de fatigue et de stress et une qualité de vie au travail qui était renforcée. Et aujourd'hui, elles nous disent, je ne reviendrai pas en arrière. On a même, je dirais, peut-être le discours inverse où quand il faut faire 1 kilomètre de plus, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, là-dessus, elle ne reviendrait pas. Je dirais la dernière chose aussi, c'est ça a permis indirectement la valorisation du métier d'auxiliaire de vie parce qu'elles perdent moins de temps sur la route. Elles perdent moins de temps à se poser la question de est-ce que mon planning du matin ou de la veille sera le même cet après-midi, demain ou dans une semaine. Est-ce que je vais devoir aller remplacer une collègue que je ne connais pas sur un secteur que je ne connais pas et chez un bénéficiaire que je ne connais pas. Elles sont focalisées vraiment sur leur zone d'intervention avec leurs bénéficiaires et ce qui permet en fait de créer un lien de confiance puisqu'elles vont garder ces bénéficiaires-là. Ça crée un lien de confiance. Les bénéficiaires sont rassurés et elles connaissent aussi l'entourage de ce bénéficiaire, donc que ce soit les kinés, les infirmières qu'elles vont rencontrer chez le premier bénéficiaire de la journée, et puis ce sera la même à la fin de la journée, puisqu'elles aussi travaillent de manière sectorisée. Et pour les échanges professionnels, c'est beaucoup plus simple. Je laisserai aussi Alison développer là-dessus, mais c'est beaucoup plus simple. Et je pense réellement, et elles aussi nous le disent, ça permet vraiment indirectement de revaloriser leur métier, se concentrer sur l'essentiel du métier qui est la prise en charge de personnes dépendantes et pas passer la moitié de son temps sur des trajets. Donc voilà, je pense avoir tout dit de la SAPAN, mais n'hésitez pas à poser vos questions, je répondrai avec plaisir. Juste pour qu'on termine toute la partie un petit peu présentation, moi je vous propose de juste repartager ce qu'on a un petit peu, voilà. En fait, les avantages de la sectorisation qu'on a notés avec Sarah, c'était surtout valoriser les auxiliaires dans leur pratique professionnelle. Donc, comme disait Sarah, c'est voilà, un confort de vie, moins de transport, moins de fatigue. Diminuer le temps de déplacement entre deux interventions. Donc encore une fois, moins de fatigue et c'est plus écologique parce qu'effectivement, comme elle a bien dit Sarah, je me souviens de la première intervention en formation, les auxiliaires étaient pas contentes du tout parce qu'elles perdaient en salaire. Mais en fait, effectivement, quand je suis revenue après, suite à cet événement pour d'autres formations, effectivement, c'était bien ce qui était finalement, voilà, elles s'en rendaient compte. Elles me disaient que finalement, elles mettaient moins d'argent dans l'essence, dans les frais de garagiste, et cetera. Et quand même, de ne pas passer 2 heures dans sa voiture entre 2 interventions, c'est quand même beaucoup plus sympa. D'assurer un suivi plus efficace de la prestation fournie. Alors là, c'est que l'auxiliaire travaille seul dans une structure plutôt classique ou en équipe, dans un modèle d'équipe autonome. Mais effectivement, la sécurisation, elle permet aussi vraiment ça, permettre aux auxiliaires de bien connaître leur écosystème concernant les partenaires sur le secteur.
Généralement, une équipe qui intervient sur une même zone va bien connaître les kinés qui vont à domicile, les infirmiers, et savent très vite faire le relais par rapport à leurs bénéficiaires, par rapport à leur zone d'intervention. Et enfin, assurer un suivi de proximité des bénéficiaires et de mieux répondre à leurs besoins. À partir du moment où il y a la sectorisation, un bénéficiaire ne va pas voir 15 auxiliaires, mais va voir au max une équipe. Donc, on va dire 6 à 8 personnes si vraiment voilà, il y a du roulement. Mais du coup, généralement, c'est quand même plutôt un binôme et du coup, ça répond quand même beaucoup plus à leurs besoins et l'équipe s'organise pour les remplacements. Donc, c'est déjà des têtes qu'ils connaissent. Voilà pour la petite présentation. Ce que je vous propose maintenant, c'est un peu d'ouvrir le débat et que vous puissiez aussi me partager, vous, quelles sont vos pratiques dans vos structures? Qu'est-ce qui est mis en place, qui marche pas? Donc n'hésitez pas, voilà, à soit ouvrir votre micro pour pour prendre la parole ou n'hésitez pas à poser des questions. Et d'ailleurs, j'ai vu enfin, vas-y Léa, peut-être? Oui, bah, tu allais me couper la parole, mais c'est top si tu vois aussi les questions. Je pense que peut-être la première question, tu peux rebondir sur celle de Caroline, sur le terme d'équipe autonome. Je pense que ça peut être une bonne première Ouais. question. Peut-être repréciser exactement qu'est-ce que c'est que le modèle et ses particularités. Merci. Alors, de rien. Plaisir. Effectivement, les équipes autonomes, donc en fait, chez nous, nous sommes en fait une structure auto-organisée avec des équipes dites autonomes, enfin en tout cas sur le chemin de l'autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, on a des équipes qui ont donc composées de 6 à 8 auxiliaires qui ont pour 85 de leur temps de travail vont être à domicile et les 15 restants de leur contrat de travail vont réaliser des missions pour la structure, comme notamment le recrutement de leurs collègues, faire le planning, aller à des rendez-vous avec une assistante sociale, aller au clic, tout ce que fait en fait un responsable de secteur dans une structure. C'est l'équipe qui va prendre en charge ça, bien sûr, accompagnée de coachs qui vont les faire monter en compétences, qui vont les accompagner, qui vont les aider à prendre ces missions. Et en fait, je peux vous demander plus de questions justement Ouais. par rapport à ça. Elles ont accès, par exemple, à votre système d'information pour pouvoir faire la planif avec Oui. leurs collègues. Et la planification, vous la faites par mois, par semaine? Alors en fait, effectivement, les auxiliaires ont tous accès au logiciel de planification. En fait, il y a un roulement dans une équipe, chacun prend un rôle. Donc généralement sur le planning, il y a un binôme, donc 2 personnes qui ont un accès élargi au planning, comme les coachs qui peuvent vraiment faire toutes les modifs, qu'ils veulent. Donc l'idée, c'est que ces personnes-là passent par une formation en interne sur le planning avec un peu toutes les règles RH, juridiques et cetera. Ils sont accompagnés des coachs pour faire le planning et je sais pas, la formation peut durer 2 semaines à 1 mois, le temps que voilà, toutes les semaines, ils viennent au bureau, on fait le planning ensemble et ensuite ils prennent le planning seuls. Et donc vraiment, ils ont accès vraiment à la planification. Moi, dans l'idéal, dans mes formations, je leur préconise vraiment le fait de se donner 2 à 3 heures en fin de mois pour préparer le planning du mois suivant et après de seulement faire les mises à jour ou les changements. Après, chaque équipe a un peu son fonctionnement. Il y en a qui vont mettre à jour tous les jours, certains vont vraiment préparer le planning un mois à l'avance. On se rend compte que les équipes qui le font un mois à l'avance sont quand même, c'est plus efficace et ça marche mieux. Mais après, c'est sur le chemin de l'autonomie. Chaque équipe trouve un peu son fonctionnement au fur et à mesure. Et vous n'avez pas eu de conflit entre certaines auxiliaires qui disent bah non, moi je veux faire que le matin ou comment vous arrivez à gérer justement les conflits d'intérêts et puis les besoins de l'entreprise? Alors, tout ça, en fait, ça va se passer pendant le recrutement. Comme c'est l'équipe qui recrute son ou sa future collègue, en fait, l'équipe connaît ses besoins. Par exemple, ils ont une demande d'un bénéficiaire en soirée et ils sont tous pris en soirée. Ils savent que dans leur recrutement, ça va être important pour eux de trouver quelqu'un qui va être disponible sur ce créneau horaire. Et vraiment, les horaires, les jours d'intervention, tout ça, c'est vraiment défini pendant le recrutement. Et ensuite, comme les équipes se voient tous les 15 jours, c'est des arbitrages entre eux en équipe. Donc le coach équipe est là aussi pour s'assurer que le débat reste correct, convivial, bienveillant.
Mais effectivement, en fait, la personne n'est pas du tout seule, elle prend pas ses décisions seule. Donc en fait, elle est face à un groupe qui, du coup, vraiment permet que tout se passe bien. Et en fait, chacun donne des explications à ses collègues. Donc en fait, c'est assez fluide finalement. D'accord. Et je peux vous demander, est-ce que ça a eu un impact sur le nombre de bénéficiaires que vous arrivez à soutenir? Après, je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, donc je vais pas trop monopoliser non plus le call. Mais je me demandais, moi je travaille de l'étranger, donc on a un système un petit peu plus différent qu'en France. Mais néanmoins, la planification est assez difficile. Mais je me demandais, est-ce que ça vous empêche quelquefois d'avoir plus de bénéficiaires? Donc après, je ne sais pas depuis combien de temps vous le faites, mais si après un an, est-ce que vous avez une croissance du nombre de bénéficiaires que vous soutenez, une baisse, un équilibre? Alors, je pense qu'on peut faire 2 réponses différentes avec, Sarah. Nous, pour le coup, on est une jeune structure, donc on est forcément en croissance et donc ça ne fait que croître, donc on est dans quelque chose de différent. Pour le coup, c'est aussi un rôle dans l'équipe. Il y a quelqu'un qui porte vraiment le rôle, première visite. Donc en fait, dès que, notre conseillère nous, on a une conseillère aux familles au bureau qui prend tous les appels entrants et Ouais, qui renvoie entre les équipes ces appels. Et donc l'équipe, la personne qui a le rôle doit rappeler et organiser une visite à domicile. Donc en fait, la personne qui fait le planning n'est pas du tout impactée par ça. C'est vraiment du coup deux rôles différents. Et donc en fait, les visites s'organisent dans des fois ça s'appelle le jour même et dans les 3 jours à venir, il y a une visite qui s'organise. d'accord. Donc c'est une auxiliaire de vie qui fait la visite à domicile pour comprendre les besoins du bénéficiaire et ensuite mettre un plan de soins en place pour ce bénéficiaire. Oui. Elle Voilà. l'organise en équipe. Alors, c'est pas forcément elle si elle n'est pas disponible, mais en tout cas, c'est elle qui pilote les choses. Et souvent, elles sont 2 à aller en visite à domicile. D'accord. Les 2 personnes qui potentiellement iront ensuite parce qu'ils ont de la place sur leur planning. D'accord. Ok. Ça a Voilà. été la même expérience pour vous, Sarah? Alors nous, c'est un peu différent puisque chez nous, comme on s'est transformé, on avait un staff administratif et on a toujours nos assistants de secteur. Donc les missions ont été revues. On a des personnes qui sont devenues et qui ont été formées pour être coach, etc. Et en fait, nous, on a toujours un service de planification, mais qui va être là pour saisir les modifications des équipes. Parce que on était vraiment sur un logiciel qui est brut et qui du coup ne pouvait pas être entre guillemets adapté à l'auxiliaire de vie dans le sens où la formation aurait pris beaucoup trop de temps, il est très complexe et on est en train de justement évoluer là-dessus pour que les auxiliaires de vie puissent faire leurs changements directement sur le planning de leur équipe comme chez Alenvie. Par contre, au niveau des nouveaux dossiers, des nouvelles mises en place, on a toujours une assistante de secteur qui s'occupe uniquement des nouveaux dossiers. Donc, dès qu'on a une nouvelle demande, c'est elle qui s'en charge. Elle a la connaissance parfaite de toutes les équipes qui sont en place et leur capacité à prendre en charge les interventions maintenant, dans une semaine, dans un mois. Donc, elle s'occupe de toute la préparation, comme dans le cas classique. Et ensuite, elle met en place avec l'équipe autonome en les contactant ou en participant à une de leurs réunions d'équipe. Et sinon, en termes d'évolution du nombre de bénéficiaires, je dirais que on n'avait pas trop évalué ça, mais voilà, il est certain qu'on a perdu des bénéficiaires en mettant en place cette nouvelle organisation, puisque des bénéficiaires ont perdu, entre guillemets, leur auxiliaire de vie, et pour eux, il était préférable de partir plutôt que de changer d'auxiliaire de vie, mais tout en restant dans la structure. Mais on voit aujourd'hui la satisfaction des bénéficiaires suite à la mise en place de ces équipes autonomes de proximité, donc qui sont sectorisées. Et c'est peut-être ça qui fait aussi, qui pourra faire la différence. Mais voilà, on est en train de mettre en place, enfin, on a terminé la mise en place, c'est encore un peu long parce que, comme le disait Alison, les équipes ne sont pas autonomes, elles sont sur le chemin de l'autonomie et au niveau aussi de la prise en charge. Donc, il faut leur laisser un certain temps en équipe, se découvrir comment ça fonctionne avant voilà, d'aller chercher des nouveaux dossiers, faire un peu de prospection, etc. Donc je pense que voilà, on espère en tout cas que ça ira en ce sens, mais pour le moment ça reste sur de la gestion classique. Donc je dirais que là on est plutôt stable. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sarah, avant de repasser la parole, il y a une question sur le logiciel dont tu parlais pour organiser les plannings directement par les auxiliaires. Alors nous on est sur Infologie.
Donc, c'est le logiciel qui fait à la fois le planning auxiliaire bénéficiaire, la télégestion, puisque nous, on l'a mis en place en 2017, donc avant les équipes autonomes, et qui gère également des stats, la paye et la facturation. Je ne sais pas s'il y a besoin de plus de précision. Et en parlant de logiciel, il y avait Létigé, vous parliez des limites de Google Maps dans la possibilité de mapper les choses. Je ne sais pas si vous voulez réagir en prenant directement la parole, en expliquant vous ce que vous utilisez, sinon pas de souci, sinon quelqu'un d'autre peut prendre la parole pour prendre directement les questions. Bon, si quelqu'un a d'autres questions. N'hésitez pas même à nous expliquer comment vous, dans votre structure, vous procédez en termes de sectorisation et pour sectoriser vos auxiliaires. Quels sont les outils que vous utilisez et comment vous déterminez où vont les auxiliaires en question. Je ne sais pas si quelqu'un veut nous partager son expérience. Moi, Bah, moi, je veux bien partager l'expérience. Ah, Allez, ouais. Non, allez-y, puisque j'arrête pas de parler, c'est Caroline. Donc non, il n'y a pas de souci. Bonjour, moi c'est Amandine, association ADO. Donc nous, on débute les équipes autonomes. On a lancé sur la base du volontariat 4 équipes autonomes au mois de janvier, donc c'est tout récent. Malheureusement, avec le confinement, on s'est un peu stoppé puisqu'on était sur l'étape plutôt de la découverte. Donc comme le disait Sarah à juste titre, ça prend du temps. Le chemin de la transformation, il ne se fait pas en un clic de doigt. Nous, on a misé surtout sur ce temps qui est important pour, comme le disaient Sarah et Alison, se connaître dans une équipe, comment on fonctionne pour que ça fonctionne bien et asseoir une bonne base. On a commencé avec une équipe, le travail de sectorisation. Donc, nous, on est sur le logiciel Apologique du groupe Up. Et pareil, ça bascule planification client, facturation, paye, etc. Grâce à ce logiciel, on a un onglet cartologie qui nous a permis de démarrer ce travail de sectorisation. Là, on est sur un territoire rural en l'occurrence et au sein d'un gros territoire qui devait faire à peu près 45 km de long et regrouper je ne sais plus combien de communes. L'équipe autonome a décidé au sein de ce territoire de faire 3 secteurs, même si c'est la même équipe pour le moment, puisqu'on n'en est pas encore à la division cellulaire dont vous avez parlé. Néanmoins, elles se sont déjà organisées en micro-secteurs, on va dire, au sein de petites communes. Et c'est grâce à Apologique qu'on a pu faire ça, puisqu'on a une cartographie d'une part et clients et bénéficiaires. Alors, on y est allé un petit peu à l'âge de pierre, avec découpage de cartes, du ciseau, du collage, du scotchage. Moi, ça fonctionne bien. Donc, je ne connaissais pas je connaissais le principe de Google Maps, mais je ne m'étais pas mis en tête quand j'aurais pu effectivement travailler par cette base-là. Tout ça pour dire que peu importe le logiciel, on peut y arriver. Donc, j'ai pas assez de recul à ce jour parce que on avait fini notre travail de sectorisation. Donc, elles sont un petit peu sectorisées sur cette équipe-là depuis début mars. Donc, vous voyez, j'ai pas assez de recul pour vous dire si ça fonctionne ou pas. Mais effectivement, ça génère moins de fatigue, ça c'est clair, moins de kilomètres évidemment. Et pour cette équipe, c'était le souhait de travailler à proximité de son domicile. Merci, Amandine. Alison, tu as des questions sur les réunions d'équipe? Comment ça se passe chez l'Envie? Mais d'ailleurs, Sarah aussi, tu pourras compléter. Comment ça se passe? Quelle fréquence? Est-ce que les auxiliaires se déplacent au siège ou pas? Et surtout, je pense que vous pouvez compléter dans le contexte actuel comment vous vous êtes adapté. Oui. Alors, chez Allonvie, c'est effectivement 2 fois par mois une réunion de 2 heures. Donc l'idée, c'est que c'est un créneau qui est bloqué pour l'équipe où il n'y a pas d'intervention pendant ce créneau. Il ne manque aucun auxiliaire, donc ça demande un petit effort au début pour le mettre en place parce que du coup, exceptionnellement, des fois, il y a une équipe juste à côté qui peut prendre le relais si vraiment c'est un créneau compliqué. Nous, c'est généralement entre 14 et 16 heures un après-midi où on a souvent des trous. Et alors, ça dépend. En fait, les équipes qui sont à proximité du siège viennent au siège pour faire leurs réunions parce qu'elles sont à côté. Et sinon, l'idée, c'est qu'on réserve des espaces de coworking un peu à gauche, à droite
pour 2 heures, enfin, dans leur zone, pour qu'en fait, elles puissent être à côté de d'où elles travaillent. Et ça peut même arriver, moi j'ai vu des équipes qui, à l'arrivée des beaux jours, fassent des réunions dans un parc finalement parce qu'elles préféraient être entre elles dehors, ou des fois ça peut arriver que ce soit chez un ou une collègue exceptionnellement. L'idée c'est que voilà, on soit tous au courant, si le coach a besoin peut venir peut venir voir l'équipe. Voilà. Et dans le contexte particulier du Covid, là, les réunions continuent. Il y en a même un petit peu plus qui durent moins longtemps, c'est pas 2 heures, mais les coachs ont leurs équipes en visio. Ils s'appellent, vu que nos équipes, nous, on fonctionne via Messenger, ils se font un appel groupé sur Messenger en vidéo, et en fait, les équipes apprécient énormément. Même les auxiliaires qui sont en arrêt de travail, apparemment, viennent à ces réunions parce qu'ils sont contents de voir leurs collègues. Donc, ça s'organise comme ça actuellement. Sarah, comment ça marche chez vous? Alors chez nous, c'est un peu la même chose. Elles ont également une réunion de 2 heures à peu près tous les 15 jours. Au départ, comme c'était une nouvelle organisation, on les faisait venir au niveau du siège, entre guillemets, au niveau du bureau, pour pouvoir les avoir sur place et avoir tous les outils, puisqu'on faisait la carto avec elles, etc. Puisque je rebondis sur ce que disait Amandine, on a aussi commencé la cartographie sur des cartes à la main. Donc voilà. Et maintenant, en fait, au fur et à mesure, on leur demande de voir un peu autour d'elles ce qui est possible d'être fait. Et pour la plupart, en tout cas celles qui sont éloignées de nos bureaux, elles ont sollicité les mairies, les associations pour pouvoir en fait avoir des salles mises à disposition gratuitement, en envoyant en fait un courrier aux mairies avec leur créneau, et on a des retours toujours quasiment positifs. Et de la même manière que chez Alenvie pour le contexte actuel, donc nous, c'est pas encore en visio, puisque certaines équipes peuvent le faire, mais en utilisant leur téléphone perso. On n'a pas encore assez de data sur les téléphones pro, ce qu'on est en train de revoir. Et sinon, on a trouvé un système avec notre siège où en fait on passe un appel un peu comme sur Zoom, mais c'est sur Skype, où en fait on communique un numéro de téléphone aux auxiliaires de vie avec un code par conférence, et elles appellent ce numéro, et c'est une réunion téléphonique qui leur permet de la même manière d'être peut-être plus réduite, mais au moins de pouvoir avoir un contact avec leurs collègues, se remotiver, prendre des nouvelles et traiter quelques sujets si nécessaire. Et merci pour ces réponses. Et j'avais juste une question. Est-ce que vous faites des échanges inter-équipes, du coup? Dans quel contexte? Par exemple, pour que les équipes parlent entre elles de leurs différentes pratiques, de leurs différences de pratiques, essayent d'imaginer les meilleures solutions. Comment est-ce que vous gérez le transfert d'expérience, finalement? D'accord. Oui, complètement. En fait, nous, en tout cas, chez nous, ça va plus avoir lieu sur des ateliers où les auxiliaires des ateliers qui ne sont pas propres à leur équipe. Mais par exemple, on va faire un atelier sur la charge mentale des réseaux sociaux chez les auxiliaires. Et là, plusieurs auxiliaires de différentes équipes vont se retrouver. Et donc, en fait, ça crée vraiment un esprit familial. Ils se connaissent tous bien. Comme on est sur Messenger, on a une conversation qui s'appelle Alenvie Générale, où là, il y a tous les auxiliaires de Alenvie qui sont présents sur cette conversation. Et on se rend compte que là, dans le climat actuel, cette conversation n'a jamais aussi bien marché. Ils passent leur journée à envoyer des vidéos, des photos de soutien, des petits mots, etc. Donc, ils échangent énormément, en tout cas, sur leurs émotions, leurs ressentis. Et ça peut arriver que des fois, une auxiliaire décide d'aller voir une autre équipe en réunion pour juste voir comment ils font chez eux. Donc, c'est très libre, finalement. Du coup, je rebondis. Chez nous, c'est à peu près la même manière. Elles échangent énormément quand elles sont en formation, puisque pour les formations, on mélange les équipes. Et du coup, c'est là où elles peuvent rencontrer aussi leurs pairs, poser des questions. Et elles se rencontrent également dans le cadre d'une prise en charge d'un bénéficiaire qui ne peut pas être pris en charge uniquement par une équipe, et qui, du coup, est pris en charge même, ne serait-ce que par une personne d'une équipe et puis une personne de l'autre, ou plusieurs, où là, elles se rencontrent pour justement se mettre d'accord sur les modalités d'intervention, et puis aussi sur
un échange de pratiques et aussi via les coachs. En fait, quand le coach ressent un besoin et que le besoin ne peut pas être solutionné par l'équipe, que ce soit en termes de formation, d'échange de pratiques, elle met en contact les équipes. Et là, ben, comme le disait Alicia, dans le contexte actuel, les équipes sont solidaires. Donc, on a une équipe, les remplacements se font au sein de l'équipe, mais on a aussi de l'inter-équipe. Et du coup, elles sont en contact, elles savent quelle équipe est à proximité d'elles. Et du coup, quand elles ont des questions, elles savent qu'elles peuvent les contacter. Et je rebondis une dernière fois. Effectivement, je viens de penser à quelque chose, dans le sens où aussi, nous, le vendredi, généralement, est une journée où, l'après-midi, il y a un créneau qui est réservé pour les auxiliaires, où les auxiliaires qui le souhaitent peuvent former leurs collègues sur un sujet qu'ils veulent. Donc, par exemple, on a eu la nutrition, on a eu les premiers secours, parce qu'on avait un auxiliaire qui est sapeur-pompier volontaire. Donc, en fait, c'est un peu l'idée des communautés apprenantes. C'est-à-dire que les auxiliaires, elles arrivent dans une structure, elles ont toutes ou tous des savoirs différents. Et donc, c'est l'idée qu'en fait, eux aussi nous apprennent des choses en faisant eux-mêmes des formations. Et ça marche très bien. Souvent, quand c'est les auxiliaires qui proposent des formations, bah, voilà, les collègues sont contents de venir et d'y participer. Et après, il y a d'autres types de questions, un petit peu plus sur les chiffres, hein, de deux ordres différents, mais qui tournent un peu autour des chiffres, donc je les regroupe. Il y a une question sur est-ce que ce genre de modèle fonctionne? Alors, peut-être Caroline, vous voudrez préciser si vous parlez du modèle autonome ou de la sectorisation, ou les deux, mais est-ce que ça fonctionne quand on est plus de 50, 80, 100? Jusqu'à combien est-ce que ces modèles peuvent être éprouvés? Et on a des souverains qui nous demandent combien il y a de bénéficiaires par équipe, ou donc pour une équipe de combien d'auxiliaires égale combien de bénéficiaires globalement. Donc, pour la partie, est-ce que ça fonctionne sur une grosse structure? Moi, pour le coup, je suis très convaincue, donc j'ai envie de dire oui. De par mon expérience, avant d'être chez Alenvie, je travaillais dans une structure classique où j'étais responsable de secteur. Et moi, personnellement, j'ai vu tellement de souffrances du monde auxiliaire et j'avais tellement pas de temps pour les accompagner que je pense qu'en fait, peu importe qu'on soit 50, 100, 150 dans la structure, je pense qu'en fait, ce modèle, tout dépend de comment effectivement ça demande un socle solide et une base solide et que tout le monde soit dans le projet. Mais et forcément, il y a des auxiliaires à qui ça ne correspond pas, ça c'est sûr. Moi, je pense que voilà, des fois dans le recrutement, on a des gens qui viennent et qui en fait vont pas du tout être intéressés par un modèle où on leur laisse de la place pour faire des choses. Ils vont préférer être dans une structure où on va leur donner un planning clé en main et aller au travail et repartir, ça c'est évident. Donc je pense que ce modèle ne correspond pas à tout le monde, mais par contre pour des auxiliaires qui ont envie de s'investir, ça carrément, parce qu'en fait ce modèle-là, il permet vraiment la valorisation de l'auxiliaire, ce qui fait que du coup l'auxiliaire sent vraiment qu'elle a sa place dans la structure. Donc en fait ça responsabilise, ça veut dire qu'on ne laisse pas un bénéficiaire en plan un week-end, on ne va pas au travail, on trouve une solution. Donc en fait, tout le monde travaille avec le même objectif qui est prendre soin du bénéficiaire. Donc moi, je suis convaincue que ça fonctionne de ce côté-là. Sarah, je ne sais pas si tu veux témoigner aussi. Bah oui, nous, on est 250 auxiliaires, enfin, on a 250 auxiliaires de vie. Enfin, voilà, donc je dirais que c'est pas limité par le nombre d'auxiliaires de vie. Ça peut être limité que par des limites que la structure va se mettre en se disant est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais à fond, puisque c'est un modèle, comme le disait Alison, où il faut y croire. Et il faut en être convaincu, mais ça vient très vite. Mais voilà, il faut le mettre en application jusqu'au bout et pas en prendre que des petites bribes. Mais pour moi, le nombre de personnes ne conditionne pas la bonne réussite ou pas de cette organisation. Et vous avez par équipe, pardon, 8 aussi. Donc, sur les 250 bénéficiaires, vous avez divisé par 8, et donc c'est votre nombre d'équipes, hein, c'est ça? C'est 8 auxiliaires de vie par équipe. Hein. On est
5 à 9, donc ça dépend des équipes. On est un peu moins de 30 équipes, mais là, on en aura un peu plus. Ça commence à se développer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et pour le nombre de bénéficiaires par équipe, moi personnellement, là, je n'ai pas les chiffres. C'est très aléatoire selon les zones, en fait. Autant sur Paris même, on va avoir des accompagnements, on va avoir des gros accompagnements, donc il va y avoir peu de bénéficiaires, mais beaucoup plus d'heures. Autant dans le 94, on va avoir beaucoup plus des gens qui sont juste sur leur plan APA, donc il y a beaucoup plus de bénéficiaires. Avec des petites heures. Enfin, ça dépend vraiment des zones d'intervention. Et donc, en fait, on va dire que ça va plutôt être en fonction des contrats, des auxiliaires, qu'on va prendre des bénéficiaires, mais il n'y a pas de nombre type de bénéficiaires par auxiliaire. D'accord, merci beaucoup. De rien. Amandine, vous vouliez préciser l'auto-formation. Peut-être que vous avez des questions plus précises pour Alison, par exemple. Ou c'était juste comment vraiment ça peut fonctionner, l'auto-formation, ou être mis en place? C'était plutôt les thèmes qu'ils étaient éventuellement abordés, puisque l'auto-formation sur le principe de la communauté apprenante, ça peut être très large et c'était juste pour avoir des idées, tout simplement. Alors, c'est quelque chose qu'on a mis en place il n'y a pas si longtemps que ça. Ça doit dater d'il y a 6 mois, 1 an grand max. Et en fait, l'idée, c'était de se dire qu'en fait, on avait plein de profils différents dans nos auxiliaires avec plein de gens qui savaient des choses différentes. Et en fait, les auxiliaires qui ont envie de partager une formation avec leurs collègues peuvent venir voir quelqu'un enfin un membre du bureau chez Compagnie pour lui dire bah voilà, moi j'aimerais faire une formation sur tel ou tel sujet. Et en fait, ils le mettent en place entre eux. Et donc, en fait, les thèmes qu'on a eus jusqu'à maintenant, Léa, complète-moi si j'en oublie, mais il y a eu, effectivement, il y a eu les premiers secours, il y a eu la nutrition, Il y a eu le toucher, enfin, comment créer une atmosphère de bien-être autour de la personne âgée, donc autant par le toucher, les huiles essentielles et autre chose. On a eu aussi une auxiliaire qui est en école d'ostéopathie, qui travaille chez nous le week-end. Donc, elle a donné un cours aussi un peu des gestes qui soulagent les auxiliaires après une journée de travail. On en a eu. J'en ai plus d'autres qui me reviennent en tête. Marie, je ne sais pas si tu voudras compléter aussi, mais effectivement, il y a pas mal de thématiques qui sont variées en fonction des expériences et de ce qui, enfin aussi des loisirs, j'ai l'impression, des auxiliaires, ce qu'ils adorent faire à côté. Finalement, ils le mettent dans leur pratique, ils voient ce que ça donne et après, ils le partagent à leurs collègues. Ok. Et du coup, il y a un coach de chez Alenvie qui accompagne la salariée volontaire pour témoigner de ses compétences spécifiques. Oui, alors là, c'est pas un coach à proprement parler, c'est plus chez Alenvie, on va avoir des gens qui vont être plus sur la formation. Donc là, ils vont plus se tourner vers quelqu'un de la formation pour voir ce qu'ils peuvent proposer. Et après, effectivement, ils peuvent s'accompagner, s'ils ne sont pas trop à l'aise dans la mise en place de leur formation, ils peuvent s'accompagner d'un coach pour créer le contenu. Mais généralement, ils sont assez inspirés pour nous faire un contenu eux-mêmes. Donc en fait, c'est assez fluide. Hein. C'est tout le temps un moment assez sympathique où il y a un goûter, ils partagent. Et en fait, c'est plutôt vraiment de l'échange avec les collègues sur les bonnes pratiques, etc. Ok, merci. Et il est 15h, il y a une dernière question, je pense qu'on peut prendre, mais après je laisserai s'il y en a d'autres qui voudront réagir, ou Alison, je pourrai prendre le relais, mais pour savoir si ça fonctionne autant pour le prestataire que le mandataire. C'est la question de l'ordre, nous permet de dire si cela c'est modèle autonome ou sectorisation ou un peu tout. Et si vous n'avez pas envie de réagir, je pense Alison, tu peux prendre au sens large. Ouais. Alors effectivement, si c'est concernant les équipes autonomes de manière assez large, effectivement, nous, on est en prestataire. Sarah aussi, hein, la CAPAD, vous êtes en prestataire. Et oui, je pense qu'en fait, ça fonctionne aujourd'hui. En fait, ceux que je connais sont aussi en prestataire. En fait, à un moment, on avait eu l'idée de mettre en place une équipe mandataire, mais on ne sait pas bien, enfin, on ne sait pas encore bien comment ça pourrait se mettre en place et comment ça peut se formaliser, parce que l'idée du prestataire, c'est qu'il y ait des heures internes facturées par la structure aux auxiliaires, enfin, c'est-à-dire du temps de travail pour la structure.
en mandataire, comme on dépend d'un employeur qui est la personne âgée, il y a sûrement quelque chose à inventer, mais aujourd'hui, on ne saurait pas le faire. Voilà. Est-ce qu'il est... Il est 15h04, je vois, il y a une autre question qui vient d'apparaître. Bah, du coup, alors juste peut-être effectivement, est-ce qu'il y a d'autres, juste pour faire un petit point, il y a d'autres questions ou alors la dernière question vous suffit? Donc pour finir sur cette question, pour le suivi qualité client, c'est encore une histoire de rôle dans les équipes. On a aussi un rôle qui reprend tout ce qui touche à la qualité. Donc en fait, la qualité, c'est vraiment, on a une auxiliaire ou un auxiliaire qui reprend ce rôle dans l'équipe. L'idée, c'est de s'assurer, par des appels assez fréquents, dans l'équipe, chez les bénéficiaires de l'équipe, que ça se passe bien et de ne pas faire son propre suivi qualité, personnel, mais de le donner à un autre collègue. Et après pour des gros sujets, quand on a des sujets, complexes ou quand ça se passe assez bien, il y a pas de problématique. Mais quand on a des gros sujets, avec des situations complexes au domicile, l'idée, c'est qu'il y ait quand même tout le temps, les auxiliaires sont tout le temps référents d'un bénéficiaire. Donc on va dire qu'un auxiliaire est référent de 2-3 bénéficiaires, donc généralement, il suit son dossier compliqué. Et on a toujours, comme je le disais tout à l'heure, dans l'équipe, on est 3 coachs. Et donc en fait, c'est plutôt la coach commerciale qui, chez nous, porte ce sujet et peut aller au domicile avec l'auxiliaire, reprend la main sur les sujets un peu compliqués avec l'auxiliaire pour essayer de trouver des solutions. Voilà, mais sinon, c'est quand même tout le temps un sujet d'équipe et c'est évoqué tous les 15 jours en réunion. Et après, voilà, c'est au-delà, si c'est compliqué, c'est avec la coach. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et si Sarah, toi, vous faites les choses différemment. Chez nous, c'est plus ou moins la même chose. C'est vraiment géré par c'est en fait, cette nouvelle organisation permet une relation directe entre les auxiliaires de vie et les bénéficiaires. Le bénéficiaire ne passe plus par le bureau pour passer un message à l'auxiliaire de vie et inversement. Donc ça se fait de cette manière-là, mais sinon on a une personne au bureau qui est en charge du suivi relation bénéficiaire. Donc si vraiment il y a une problématique à gérer, elle peut se mettre en lien avec l'auxiliaire de vie ou avec le bénéficiaire, et puis tout ce qui est questionnaire de satisfaction, le suivi de la satisfaction bénéficiaire, elle le fait puisqu'on a considéré que cette personne-là pouvait avoir un œil aussi objectif et pas de prise de parti par rapport à l'équipe. OK. Bah, écoutez, je vous remercie tous. Je vois qu'on a fait 1h07, donc je pense qu'on est dans le bon timing. En tout cas, merci beaucoup. Je vous invite, si vous voulez, en déclusion, à chacun mettre un petit mot dans le chat qui représente le mot qui représente pour vous ce webinaire, soit une découverte, soit un échange. Et en tout cas, voilà, je vous remercie et puis au plaisir d'échanger avec vous sur un prochain webinaire, en tout cas.